Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre émission Monde politique de la radio Watt FM et de la télévision Street TV. Monde politique pour ce week-end reçoit Monsieur Fousseni Ouedraogo, le premier vice-président du MPS, le Mouvement patriotique pour le salut. Inspecteur d'éducation des jeunes enfants, il est psychologue. Il est titulaire d'un master professionnel en médiation et management des conflits, un master de recherche également en sciences politiques. Il a été chargé des missions du Premier ministre de la Transition, Yacouba Isaac Zida. Il est aussi le directeur exécutif de la Fondation Zida pour le Burkina. Il faut dire que c'est un ancien président du Mouvement pour le développement et le civisme, MBDC. Et donc, nous parlerons de l'actualité nationale, de la vie du MPS, mais aussi des questions diverses avec notre invité à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci d'être venu répondre à notre invitation à l'émission Monde Politique. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie aussi. Merci. La coutume ici, c'est que nous vous remettons la parole pour un quelconque message d'entrée, puis c'est le début de l'année. C'est notre deuxième numéro de l'année 2020. Alors, quels sont les messages du premier vice-président du MPS adressés au Burkinabé avant que nous commencions véritablement notre émission? Ok. Avant tout propos, comme c'est le nouvel an, ce sont mes voeux de sécurité pour le pays, de compassion et de solidarité pour nos FDS et aussi des victimes des attaques terroristes, que ce soit les femmes, que ce soit les enfants, par la force des choses, sont devenus veuves ou orphelins. Et nous témoignons notre solidarité à l'endroit de cette population civile vulnérable. Donc, c'est aussi des vœux de solidarité, des vœux aussi de sagesse dans la gouvernance de notre pays. Et aussi, comme c'est une année électorale, bien sûr, de succès dans les différents scrutins que nous allons bientôt entamer. Donc, c'est une année de combat et surtout une année aussi de victoire. D'accord. Année de combat et surtout de victoire. Monde politique avec Fousseni Ouedraogo, c'est parti. Nous allons commencer par l'actualité nationale. L'actualité nationale, M. Ouedraogo, c'est ce qui divise l'opinion. Vous n'avez pas dit les travailleurs de la fonction publique et le gouvernement. C'est la question de l'UTS. Que répond le MPS par rapport à cette UTS? Est-ce qu'il faut restaurer l'UTS et l'étendre à ce que le gouvernement a dit, au premier aux indemnités, ou bien il ne faut même pas s'y aventurer? Bon, il faut dire que l'UTS a une histoire. C'est autour des années 70 avec le général Marc Garango, fait général Marc Garango. Et le peuple a consenti, pour ne pas dire les travailleurs ont consenti en son temps, pour pouvoir rehausser un peu l'économie. Mais c'est devenu par la coutume pratiquement une loi. Et comme en matière d'argent, lorsque les recettes sont constantes, nous pensons qu'il va de soi que les gens ne reviennent plus là-dessus. Bon, l'actualité par rapport à l'application de l'UTS au niveau des indemnités, je pense qu'il faut le dire de go que c'est l'inconséquence de la gouvernance actuelle, dans la mesure où ce gouvernement a tout cédé en matière de revendication. Et par la suite, le gouvernement s'est rendu compte qu'il est insupportable de continuer dans ce sens-là. C'est pour cela que le gouvernement veut mettre des impôts sur les indemnités. C'est aussi simple que ça. Comment ça? Est-ce que vous pouvez être encore plus précis? Ouais, mais j'ai été clair là-dessus, dans la mesure où si vous cédez des indemnités, vous avez vu ce qui s'est passé avec les magistrats, vous avez vu ce qui s'est passé avec les agents des finances, avec d'autres corps, mais ils l'ont dit, ils ont négocié le couteau à la gorge, mais par la suite ils se sont rendus compte, une fois que le couteau est retiré, qu'ils ont trop donné, et par la suite maintenant ils veulent appliquer des impôts par rapport aux indemnités. Donc de prendre d'une autre façon ce qu'ils ont donné. Mais bien sûr, ils ont donné d'une main, ils veulent récupérer de l'autre côté. Mais le gouvernement parle de comment on appelle ça, de justice sociale, parce que les travailleurs du privé payent l'UTS. Oui, mais qui emploie le privé? Ce n'est pas le gouvernement. C'est aussi simple que ça. Donc le gouvernement veut appliquer sur ces travailleurs. Oui, mais on ne fait pas de l'équité ou de la justice sociale en ramenant les choses vers le bas. On peut ramener ça vers le haut. Non, c'est pour... Il faut être conséquent. Moi, je pense que l'inconséquence en matière de gouvernance, là, c'est ça qui a
provoquer. Mais aujourd'hui. Monsieur Ouedraogo, est-ce que vous trouvez normal que effectivement quelqu'un qui a des revenus refuse effectivement une certaine contribution à travers les taxes? Les indemnités ne sont pas des salaires. On dit indemnité. L'UTS, c'est sur le salaire et sur le traitement. Ce n'est pas sur les indemnités. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Et les acteurs, pour ne pas dire les travailleurs, l'ont dit clairement. Et ils payent aussi des impôts par rapport aux prêts au niveau des banques, par rapport aux prêts, par rapport aux achats, aux différentes dépenses qu'ils font au niveau des entreprises, etc. Donc, ils payent la TVA. Et je pense que ce qui n'est pas intéressant dans cette situation, c'est qu'on met devant les faits accomplis les travailleurs. C'est ça qui n'est pas intéressant. Et vous avez vu que le président du Faso a décrété, pour ne pas dire, ou a demandé une trêve sociale. Mais si vous demandez une trêve sociale, je pense qu'il va falloir d'abord en amont discuter avec les travailleurs. Ça ne se décrète pas. Ça se négocie et c'est la résultante aussi d'un comportement. Maintenant, si vous votez une loi et puis vous l'appliquez, après vous appelez les gens pour négocier, vous ne pouvez pas revenir sur la loi comme si c'était un jeu de ping-pong. C'est pas du tout intéressant. Alors, ils sont nombreux au Burkina qui estiment qu'il faut effectivement un élargissement de l'assiette fiscale. Il faut chercher de nouvelles niches fiscales. Le gouvernement fait sa trouvaille, vous dites que ce n'est pas bien. Est-ce que vous pensez que c'est sur quel coin il faut regarder pour aller chercher de l'argent pour le développement? Il faut que nous puissions être conséquents. Je parle de... On va avoir des attitudes de responsabilité avérées dans la mesure, dans la gestion du pouvoir. Si vous allez mettre la société en ébullition, parce que quand vous écoutez le directeur général du Trésor, on parle de 3 milliards par an engrangés à travers cette mesure. Mais si réellement, pour 3 milliards, on va mettre le pays en crise, sur le plan avec les partenaires sociaux, je ne vois pas l'importance. Parce qu'il faut aller vers l'intérêt général, il faut aller vers l'apaisement. Et surtout que le président du Faso même a demandé la trêve sociale. Il faut être conséquent. Conséquent dans le comportement, conséquent dans les attitudes. Donc, les études ont démontré qu'il y a pas moins de 555 milliards de créances qu'on peut recouvrer au niveau des sociétés minières. Qu'est-ce qu'on en fait? On a démontré qu'il y a une cinquantaine de milliards à recouvrer avec aussi les anciens ministres, les députés, etc., qui ont pris des prêts. Vous prenez prêt, est-ce que quelqu'un vient vous donner ce prêt-là? C'est au niveau de la banque. Donc, il faut qu'il y ait une certaine équité. L'équité doit aller dans le sens du traitement des personnalités, des institutions, et mettre, je ne dirais pas tout le monde dans le même panier, mais il faut que réellement nous puissions être logés dans la même enseigne. Que tous les Burkinabés se sentent vraiment égaux devant la loi, devant aussi les privilèges que réellement la production donne. C'est surtout ça. D'accord. Alors, l'actualité nationale aussi, c'est l'enrôlement volontaire demandé par le chef de l'État qui se fait jusqu'à présent attendre. Alors, au niveau du MPS, est-ce que pour vous c'est une bonne solution? Parce qu'on a vu certains partis qui n'étaient pas d'accord, qui estiment que c'est pour envoyer des enfants du Burkina Faso aller mourir. Quelle est la vision du MPS sur cette affaire? Je vais être franc. Je pense que là où le lion n'a pas pu engranger des victoires, je ne pense pas que le chien peut le faire. C'est aussi simple que ça. Et d'ailleurs, du reste, lors de notre point de presse, le mois passé, on a fait le point de la situation nationale avec notre président, le professeur Loada. Et il est ressorti que notre président d'honneur, le président Isaac Zida, avait fait une proposition d'un recrutement de 3 000 contingents. Ça, c'était dans les années 2016, 2017, 2018. Au regard de la situation, nous pensons même que ce chiffre-là est en deçà des besoins. Mais si on dit de faire un recrutement spécial de militaires, je pense que ça répond plus à la situation que des volontaires. Mais ces volontaires, c'est quel statut vous leur donnez? Quelle formation vous leur donnez? Mais qui de reste, on a pratiquement, ça fait 2 mois ou 3 mois que le président a souhaité qu'on recrute des volontaires.
Et jusqu'à présent, on dit qu'on va envoyer le projet de loi au niveau de l'Assemblée. Vous pensez que la situation sécuritaire attend qu'on vote cette loi-là pour pouvoir réellement faire face à la situation sécuritaire? Les attentats sont pratiquement au quotidien. Donc, il faut de la proactivité, il faut des mesures qui soient à la hauteur de la situation. Mais c'est comme je l'ai dit, honnêtement, là où le lion n'a pas pu réussir, ce n'est pas le chien qui peut vraiment réussir. Mais ces volontaires ne vont pas être engagés dans l'armée régulière, il y aura un encadrement. Est-ce qu'il ne faut pas un dispositif légal effectivement pour encadrer, d'où, comme on appelle ça, l'élaboration d'une loi, la prise d'un décret pour pouvoir faciliter les choses, pour que ça ne parte pas dans tous les sens? La nature du phénomène recommande qu'il y ait une réponse aussi militaire. Et pour lutter contre le terrorisme, non. Vous allez recruter quelqu'un qui n'a pas été formé pour lutter contre ce phénomène-là. Dites-moi franchement, qu'est-ce qu'on veut? C'est l'efficacité. Dans les autres pays, les civils ont contribué, que ce soit... Bien sûr, mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des services... Mais c'est pour cela que je dis, allons à la bonne école. Pour résoudre un problème, il faut d'abord diagnostiquer le problème. Il faut définir le problème avant de chercher des solutions. Est-ce que le chef de l'État nous a dit ce dont a besoin notre armée pour pouvoir être efficace? Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est quoi? Et maintenant, on propose des solutions. Dans le statut, on a dit ministère de la Défense et des anciens combattants, ce n'est pas le ministère de la Défense et des volontaires. C'est aussi simple que cela. Donc, aujourd'hui, on ne nous a pas donné un contenu de ce concept-là, volontaire. On ne nous a pas donné. Donc, on ne fait que spéculer, et c'est normal. Parce que si ce n'est pas clair, c'est notre, en tant que parti de l'opposition, c'est notre rôle de poser un certain nombre de questions pour que réellement les gens puissent approfondir la réflexion. C'est aussi simple que cela. Alors, vous qui nous suivez à la radio, sachez que nous sommes avec Fousséni Ouedraogo, c'est le premier vice-président du MPS, le Mouvement Patriotique pour le Salut, un parti qui a été lancé en juillet 2019, et donc un parti d'opposition. Alors, c'est le premier vice-président, nous entretenons avec lui. Maintenant, nous sommes toujours dans l'actualité nationale. Alors, et l'actualité nationale aussi, c'est cette rencontre de Pau, prévue en France, où les chefs d'État du G5 Sahel doivent s'y rendre, avec une réponse commune par rapport à la question d'Emmanuel Macron de savoir si les États du Sahel ont toujours besoin de la France ou pas. Et il y a eu en son temps beaucoup de commentaires. Au moment où la rencontre également se prépare, il y a encore beaucoup de commentaires dans ce sens-là. Plusieurs Africains n'étaient pas d'accord avec la démarche et cette façon de faire. Alors, au niveau du MPS, vous, M. Ouedraogo, est-ce qu'il faut aller répondre oui, nous avons besoin de la France, non, nous n'avons plus besoin de la France, ou bien oui, nous avons besoin de vous, mais 3 points de suspension? Vraiment, je pense que la diplomatie a ses règles, sa culture. Et nous pensons qu'en toute sincérité, le mariage forcé est banni. Si le mariage forcé est banni, nous ne voulons pas ce mariage avec, quel que ce soit la France, que ce soit avec les États-Unis, etc. Un mariage là où le conjoint se sent à l'étroit, se sent infantilisé, se sent rabaissé, parce que faute de moyens, non, je ne pense pas que ce soit comme ça. On se pose la question de savoir si Sankara vivait, même Zida, je suis sûr que ça n'allait pas être comme ça. C'est pas sur les zones, on va appeler des chefs d'État pour venir dans un village en France pour demander est-ce que la relation que nous avons est une relation saine ou pas. Les gens font du constat. Les peuples, que ce soit du G5 Sahel, font du constat. Se rendent compte qu'il y a une présence des militaires français ou d'autres militaires, mais cette présence ne donne pas une plus-value. Cette présence ne donne pas des fruits
escompté. Et pour cela, les gens sont dans les droits de se poser la question, à quoi bon? Si tu te maries, et puis tu passes ton temps à manger dehors, tu arrives, on dit que ta femme n'a pas préparé. Est-ce que réellement vous êtes marié? Si nous sommes en relation avec une puissance pour venir nous aider à résoudre un problème, et on se rend compte que ce problème s'éternise, il y a lieu de se poser la question de la loyauté vis-à-vis de cette relation, de la fidélité vis-à-vis de cette relation, et de la considération, parce que c'est tout ça là qu'il faut voir. Je pense que c'est l'occasion, si nos chefs d'État partaient, c'est l'occasion où jamais il faut clarifier nos liens. Parce que vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Nos populations se meurent au quotidien, et si réellement votre présence est égale à votre absence, je pense que c'est mieux même de quitter. Là, peut-être, ça va nous donner l'occasion de grandir. Ça va nous donner l'occasion d'inventer des solutions à nous-mêmes, d'avoir des solutions endogènes. Mais les Français ou autres puissances ne viennent pas parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils aussi ils ont des intérêts. S'ils pensent que leur sécurité aussi dépend de notre sécurité, je pense que réellement les relations seront saines. Donc il faut clarifier cette relation-là pour que réellement chacun puisse chacun puisse savoir là où il met les pieds, quelles sont les valeurs qui sous-tendent cette relation, quelles sont les limites à ne pas franchir. Et surtout ça. Donc, s'ils veulent qu'ils partent, s'ils veulent qu'ils ne partent pas, mais les peuples attendent que réellement il y ait des réponses à leurs préoccupations. Et s'ils sont responsables, ils doivent être à la hauteur de la responsabilité que les différents peuples ont confiée réellement à les dirigeants. C'est aussi simple que cela. Alors, en lien avec cette actualité, il y a l'affaire ECO, donc France CFA ECO. La CEDEAO se prépare. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron annoncent à Abidjan un ECO qui ne semble pas être forcément l'ECO voulu par la CEDEAO. Alors, pour certains, il faut même décrocher d'avec l'euro ou bien rendre la monnaie flexible. Alors que jusqu'à présent, on a l'impression que c'est juste un changement de dénomination et puis les Français qui quittent les instances de décision de cet espace sous-régional, donc cet espace économique sous-régional. Alors, la question de la souveraineté monétaire, comment est-ce que le MPS voit la question de la souveraineté monétaire africaine, pour ne pas dire burkinabé? Je pense que, comme on l'a dit, vous pouvez prendre votre richesse, aller confier à votre hôte et espérer prospérer. Ce n'est pas possible. La question de la souveraineté monétaire n'est pas à négocier. C'est une question qu'il faut avoir le courage de poser et surtout de trouver des solutions. Il faut qu'on soit autonome, il faut qu'on soit indépendant, que nous puissions nous mettre à la hauteur des défis. Vous ne pouvez pas prendre votre enfant, vous le marier, et vous passez votre temps à lui donner, s'il finit de travailler, il vient, il vous remet le salaire, il ne serait jamais un adulte. C'est la même chose. Si des pays comme la Gambie, même la Guinée, ont leur propre monnaie, ce n'est pas 16 pays ou 14 pays qui ne peuvent pas créer leur propre monnaie. Donc il faut que réellement, c'est un défi que les gens nous lancent, il faut que nous soyons à la hauteur vraiment de nos responsabilités. Le Ghana est à côté. Le Ghana a sa propre monnaie. Le Nigeria a sa... Mais l'espace CEDEAO, mais on ne s'entend même pas. L'espace CEDEAO tourne autour de 16 pays. Mais pourquoi on ne peut pas s'entendre pour créer notre propre monnaie? Nous allons prendre nos richesses, aller loger. On dit oui, mais c'est de la façade. Ça, c'est un changement de façade. Mais c'est la France qui garantit toujours la parité. Si la France n'est pas là, on va disparaître. Donc, il faut que nous puissions apprendre vraiment à nous assumer, à être plus responsables, à être plus disciplinés. La monnaie, c'est une question de souveraineté. Et on n'aura pas notre souveraineté si réellement nous ne nous assumons pas. C'est une question politique, c'est une question aussi économique. Donc, il faut qu'on soit à la hauteur. Mais vous avez vu le président Alassane avec le président français Macron. À deux, ils ont apporté le changement. Mais nous ne pensons pas que ce soit deux personnes qui doivent apporter. On a au moins 8 à 14 pays.
Si c'est la zone UEMOA, ça fait 8 pays. Pourquoi les 8 chefs d'État-là ne sont pas allés pour dire oui, voici le nouveau virage que nous voulons réellement entamer. Mais ça n'a pas été le cas. Alassane s'est exprimé en tant que président de l'exercice de l'UEMOA. On ne rage pas la tête de quelqu'un en son absence. Ça concerne d'abord. Moi, je vous ai dit, allons plus loin. On aurait dû sonder les populations, les peuples de l'espace de l'UEMOA pour demander, à travers un référendum, pour demander est-ce que vous voulez qu'on décroche avec la France, oui ou non? Vous allez voir les résultats. C'est une question éminemment très importante qu'on ne peut pas se laisser, je dirais, qu'on ne peut pas laisser prendre par 2 ou 3 personnes. Non, c'est pas possible. Ça concerne l'ensemble de pas moins de 300 millions de personnes. Qu'ils soient dirigeants ou pas, qu'ils soient le chef de... Non, c'est pas comme ça. C'est important que réellement on puisse consulter parce que c'est une question qui concerne les peuples. C'est une question qui concerne la sous-région. C'est une question qui concerne notre souveraineté et notre devenir. Donc, c'est pas parce qu'on t'a élu que tu peux aller prendre cette décision-là. C'est plus important que 2 ou 3 personnes. Vous êtes à l'émission Monde Politique avec Fousseni Ouedraogo, le premier vice-président du MPS. Nous allons parler de l'actualité du MPS, donc le mouvement patriotique pour le salut. Vous êtes le premier vice-président. Je rappelle que le président, c'est le professeur Augustin Loada. L'ancien premier ministre de la transition, Yacouba Isaac Zida, est président d'honneur de votre parti. Vous l'avez lancé le 27 juillet 2019, c'était à Tinkodogo. Alors, donc, c'est dans le Zungran Tenga, comme on le dit. Alors, aujourd'hui, avec le recul, le MPS, est-ce qu'il y a de vraies raisons d'avoir créé ce parti quand on sait que sous l'aile socio-démocrate, il y a plusieurs partis au Burkina Faso, dont d'ailleurs le parti au pouvoir? Ok, merci pour cette question. C'est vrai, je pense qu'on a plusieurs raisons de créer ce parti. Et dans la mesure où c'est la résultante d'un diagnostic que nous avons eu à faire, c'est-à-dire que nous étions dans la société civile. Vous connaissez très bien notre président, le professeur Augustin Loada, qui était au niveau de la société civile. Mais il fallait, au regard de la situation, il fallait au regard des aspirations quand même d'une certaine jeunesse de notre peuple aussi, que nous puissions franchir le pas et aller comme acteurs politiques pour apporter le changement. Vous savez qu'en Afrique, ce n'est pas les idéologies qui manquent et qui font la différence. C'est surtout la mise en œuvre, le comportement, la pratique au quotidien. C'est ça qui fait la différence. Sinon, vous voyez des sociaux-démocrates ou des libéraux qui font pratiquement tout à la fois. Donc, mais c'est surtout la manière de mettre ces idéologies-là qui diffèrent vraiment des autres partis politiques. Donc, nous avons bâti au niveau du MPS notre philosophie sur une vision. Nous pensons que nous pourrons ensemble bâtir un Burkina meilleur et on pourra le faire surtout avec beaucoup de ressources que nous avons. Parce que le Burkina n'est pas aussi pauvre que les gens le pensent. Le Burkina même n'est pas pauvre. Alors, vous choisissez social-démocrate, social-démocratie, au moment où certains estiment même que les carcans idéologiques n'ont plus le droit de citer parce que ce n'est pas ça qui fait le développement. Il faut être beaucoup plus pratique, beaucoup plus pragmatique. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, mais on ne peut pas être beaucoup plus pratique ou pragmatique sans idéologie. Ce n'est pas possible. Parce que quand vous regardez la social-démocratie a des valeurs certaines, comme l'esprit de service, comme même le patriotisme, la solidarité, et nous ne pouvons pas naviguer à vue. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des partis aussi social-démocratie dans notre pays, mais c'est ça, je dis, c'est l'implémentation de cette idéologie-là qui cause problème. C'est la mise en œuvre de ces idéologies qui cause problème, et non pas les idéologies tout court. Pas du tout. Donc, c'est pour cela que nous pensons que nous allons mettre l'accent, et nous le faisons, sur des valeurs, sur des principes, et sur une vision claire en matière réellement de développement, en matière de proposition de
projet de société. Et c'est pourquoi vous allez faire la différence à l'image des autres sociodémocrates qui ont dirigé le Burkina, que ce soit le CDP ou le MPP actuellement. Vous le voyez à travers d'abord notre vision. Nous pensons qu'il faut aller à la réconciliation. On l'a dit clairement. On a été tous des acteurs, des protagonistes des différentes crises plus ou moins qu'on a connues dans ce pays. Mais on ne peut pas, c'est comme on l'a dit, on ne peut pas rester éternellement dans le conflit. Il faut pouvoir franchir le pas avec tous les acteurs. On ne fait pas la paix avec ses amis, on fait la paix avec souvent ses adversaires, ses ennemis. Donc, nous avons dit il faut la réconciliation. Il faut surtout cultiver aussi le patriotisme, l'intégrité, l'esprit de service. Et on le fait, et à travers aussi la bonne gouvernance. Et si nous arrivons au pouvoir, nous allons avoir un cahier de charge clair de toutes les autorités, de tous les dirigeants des institutions. Et on le fera. Par le passé, on l'a fait, et on le fera, même si c'était vraiment un court temps. Plusieurs pays se sont développés en prenant un chemin qui n'a rien à voir avec le chemin des autres. Il y en a qui ont pris le sol, il y en a qui ont pris la technologie, d'autres ont pris d'autres domaines. Au niveau du MPS, pour vous, au Burkina, c'est quel levier il faut actionner en premier pour pouvoir amorcer facilement le développement? Je pense que notre vision est claire. C'est l'éducation. L'éducation dans toutes ses coutures. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir 20 millions de Burkinabés et on a un taux qui tourne autour de 26 à 30% d'alphabétisés. Vous ne pouvez rien entreprendre, vous ne pouvez rien réussir avec un tel taux. Si on est éduqué, on est un acteur de développement. Souvent, on est ennemi de ce qu'on ignore. Si même dans votre famille, vous vous rendez compte que vous êtes 5 et si les 3 n'ont pas fait l'école, vous prêchez en vain. Vous donnez une vision qui n'est pas comprise par l'ensemble des membres de la famille. C'est la même chose au niveau du peuple. Si on n'a pas des gens éduqués, on ne peut pas même lutter contre la maladie. Si on n'a pas des gens éduqués, on ne peut rien entreprendre. Si on n'a pas des gens, on ne peut pas avoir des citoyens, alors qu'il nous faut des citoyens. C'est très important. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup de pesanteurs, parce que tout simplement, les gens sont dans la zone d'ignorance. Donc, nous pensons qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation et nous allons prospérer. Et ça serait vraiment le leitmotiv au niveau du MPS. Si nous mettons l'accent sur l'éducation, la santé va s'améliorer, l'économie va s'améliorer, etc., etc. Vous allez voir. Alors, il y a un congrès qui devait suivre après l'Assemblée générale qui a vu l'annonce de la naissance. Alors, ce congrès, c'est pour quand? C'est pour bientôt parce que nous sommes dans une période d'implantation de notre parti au niveau des différentes provinces. Vous savez qu'on a au moins 45 provinces et nous sommes dans cette dynamique-là pour que réellement les choses puissent aller très vite. Et s'il plaît à Dieu, d'ici là, nous allons organiser le congrès. Vous êtes à quel niveau d'implantation aujourd'hui? Un niveau très satisfaisant parce qu'on a 45, nous sommes à plus d'une trentaine de provinces là où nous avons pu implanter nos sections. D'accord. Alors maintenant, toujours dans le cadre du MPS, le président d'honneur, c'est Yacouba Isaac Zida, qui dit qu'il accepte effectivement d'être votre président d'honneur. À l'émission Monde Politique, Hervé Ouattara, qui est en charge de la jeunesse, a affirmé que pour lui, il faudrait Zida comme candidat. Est-ce que vous êtes du même avis? Bon, si le président d'honneur Yacouba Isaac Zida a accepté vraiment notre proposition pour faire de lui notre président d'honneur, je pense que c'est parce qu'il épouse notre vision, nos principes et nos valeurs, hein, qui sont du reste au niveau du manifeste. Et par rapport à cela, au temps opportun, à savoir lors du congrès, nous allons désigner notre candidat à la présidentielle de 2020. Et s'il est proposé et retenu, il sera notre candidat. Monsieur Ouedraogo a une préférence. Parce que Hervé Ouattara était clair, j'ai une préférence, je veux que ce soit Zida. Maintenant, si le Congrès décide autrement, c'est une autre chose. Mais est-ce que vous avez une préférence parmi les cadres du parti? Moi, ma préférence ne compte pas. C'est la ligne du parti qui doit vraiment compter. Parce que c'est ça, je dis, il faut que nous fassions autrement la politique. Il faut que nous fassions de façon vraiment sereine la politique. Et respectons aussi les institutions que nous avons mises en place. Et nous pensons qu'au temps opportun, réellement, à l'issue du congrès, on saura qui est. Mais faire autrement la politique, c'est s'affirmer et s'assumer courageusement. C'est de dire je veux ci ou bien je veux ça, mais non, Luanda ou Zida président. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que je dis on veut faire autrement les choses. Au
temps opportun, si Louada est candidat pour être à la présidentielle, il sera enregistré. Si Zida est candidat, il sera aussi enregistré et les congressistes vont statuer. C'est aussi simple que ça. Ne soyez pas pressés. Mais votre président d'honneur n'est pas encore entré. Ce n'est pas un problème. Les Moussés le disent à Moré, si vous le permettez, n'a pas besoin d'un devoir, d'une consultation, d'un devoir pour dire que je vais retourner ce soir. Donc je pense qu'au temps opportun, s'il plaît à Dieu, Zidane rentrera cette année même au pays. Mais il y a des délais pour entrer. Oui, parce qu'il y a une présidentielle qui s'annonce. En général, on parle de 6 mois. Il sera dans les délais, ne vous inquiétez pas. Est-ce qu'il sera dans les délais? Il sera dans les délais. Mais vous savez que le départ de Zida, par la force des choses, c'est pas comme vous et moi. Et il ne peut pas débarquer comme ça et avec sa valise pour rentrer au pays. Ça, il faut le dire, il faut être honnête. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'empêche de rentrer comme vous et moi avec Vous l'avez écouté à plusieurs reprises. Pour quelqu'un qui a eu à assumer à un tel niveau de responsabilité, il a été chef d'État dans ce pays-là, il a été ministre de la Défense, il a été Premier ministre, je pense qu'il y a un minimum. Et vous avez vu, il a été nommé ambassadeur, et vous avez vu les manœuvres que les gens ont fait pour le déçoir de ce poste. Et vous avez vu toute la cabale. Vous semblez oublier les conditions dans lesquelles la nomination a été faite. Parce qu'on l'a découvert dans le journal officiel, pour certains ça n'a pas été fait. Le journal officiel est géré par qui? C'est comme si ça avait été... Non, le journal officiel a été géré... C'est ça, j'ai dit, il ne faut pas infantiliser nos institutions. Vous et moi, nous ne pouvons pas aller dans le journal officiel pour aller faire des annonces. Vous êtes d'accord avec moi? Mais les nominations passent en Conseil des ministres. Oui, mais est-ce que vous savez que la lettre d'accréditation de Zida est sortie? Vous pensez que les États-Unis travaillent comme on travaille dans une boutique? Donc bon, c'est des faits politiques, c'est des manœuvres politiques, on ne va pas. Personne n'est né pour être ambassadeur, personne n'est né pour être président dans ce pays. Mais qu'on soit conséquent. Tout ce qui nous arrive, souvent, c'est notre inconséquence. Notre manière de voir les choses et de faire les choses. Donc je pense qu'il faut qu'on grandisse et que réellement on s'assume et qu'on va avancer. Donc c'est surtout ce dont le peuple a besoin, c'est surtout ça, des gens responsables qui s'assument et qui passent leur temps à travailler pour vraiment le bien-être de ce pays-là. C'est ça qui est important. Le reste, c'est pas les individus. Aujourd'hui, votre président d'honneur a besoin de quelle garantie pour entrer? Il a besoin de quoi comme garantie? Non, il n'a pas besoin de garantie. Mais je vous ai dit... Il ne peut pas rentrer comme vous et moi. Oui, mais il n'a pas besoin de garantie dans la mesure où, d'abord, c'est vrai, il est un citoyen comme les autres, mais il a besoin aussi de garanties parce qu'il est devenu un homme politique. Partout ailleurs, quand vous regardez les gens qui partent... au Burkina. Oui. Vous-même, vous êtes au Burkina? Moi, je suis au Burkina. Je n'ai pas eu la chance d'assumer ce que Zida, en peu de temps, ce qu'il a assumé. Rares de personnes ont eu cette chance-là aussi d'assumer dans un laps de temps ce qu'il a eu à assumer. Dans ces conditions, c'était encore plus facile de rentrer en tant qu'ancien président, ancien premier ministre et tout, de rentrer sans crainte. Parce que, bon, on a servi et puis on rentre facilement. Si vous avez bien écouté, Zida a demandé la permission. Il est parti pour voir sa famille qui était au Canada. Et il a demandé à ce qu'on prolonge son séjour. Vous avez vu toute la cabale autour de cela. Donc, je vous ai dit, par la force des choses, Zida est devenu un citoyen, pas comme vous et moi, et ça c'est normal, c'est l'histoire, c'est des faits. Mais si son retour doit avoir lieu, et ça aurait lieu s'il plaît à Dieu, je pense qu'il y a un dispositif quand même qu'il faut prendre, il faut mettre en place pour que réellement il puisse revenir. Quel est ce dispositif-là? Est-ce que vous nous en parler? Mais un ancien chef d'État a droit à un minimum, à la sécurité, au protocole, à un certain nombre de choses. Ce n'est pas moi qui le dis, ça est dans nos textes. C'est un minimum, c'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas voir ça si vous êtes du dehors. Ou vous attendez qu'on dise qu'un tel est affecté à votre sécurité, tout et tout. Dans les textes là, vous avez vu les décisions que Zida a prises en son temps, les responsabilités qu'il a assumées en son temps. Si
vous avez dit, vous prenez l'engagement, vous dites de ne pas tirer sur votre peuple, malgré qu'il y ait une réquisition signée et cachetée. Et par la suite, si réellement l'ensemble des forces militaires te désignent comme étant les représentants, et tu as assumé, tu as fait aussi des mécontents. Tu as fait, entre guillemets, des adversaires et des ennemis. Et pour lui dire merci, à l'issue de cette mission, c'est d'organiser toute une cabale autour de sa personne. Vous êtes humain, personne n'est né pour être martyr dans ce pays-là. Il faut cultiver la reconnaissance pour que réellement les choses puissent avancer. Pour que demain, dans une situation périlleuse comme celle qu'on a connue en 2014, qu'il y ait des fils et des filles qui vont bomber la poitrine pour dire on s'assume pour que le pays-là ne sombre pas. C'est aussi simple que ça. Il y a un minimum. On ne demande pas le monde. On demande de la reconnaissance. Et la reconnaissance est un socle fondamental pour un développement. Aux États-Unis, même le cadavre d'un Américain, un soldat américain est respecté. Mais ici même, vous allez vous rendre que même la vie des populations n'est pas respectée. Pourquoi? C'est une question de perception, c'est une question de considération. Donc si nous n'arrivons pas à valoriser, à reconnaître nos fils et nos filles qui, à un moment donné, ont pris des risques pour que réellement les choses ne basculent pas, vous n'allez jamais donner la motivation aux uns et aux autres de s'assumer. Et la situation risque vraiment de nous dépasser. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut bomber la poitrine pour dire ma famille, mon peuple périt, et par conséquent, il faut que j'assume. S'il n'y a pas de reconnaissance, personne ne va se lever. Donc vous attendez de la reconnaissance, de l'organisation, pour ne pas dire une bonne préparation du retour de Yacouba Isaac Zida avant qu'il ne puisse... Nous sommes dans cette dynamique. Nous sommes dans cette dynamique. Ce n'est pas pour rien, il est notre président d'honneur. Nous attendons cette reconnaissance, mais nous-mêmes, nous avons entrepris réellement cette reconnaissance-là. Parce que le problème est politique, il faut le régler politiquement. Est-ce que les démarches ont été entreprises dans ce sens? Par rapport à qui? Par rapport au retour de votre président d'honneur. Le problème est politique, nous le réglons politiquement. C'est aussi simple que cela. Monde politique avec Fousséni Ouedraogo, premier vice-président du MPS, se poursuit. Nous restons toujours dans l'actualité du MPS, mais c'est vrai, vous dites que le Congrès qui va déterminer qui va être votre candidat. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, n'exclut pas la signature d'un protocole d'accord, donc ça dit d'un accord entre les partis de l'opposition pour se soutenir naturellement au second tour. Il y en a qui veulent d'ailleurs que ce soit un seul représentant de l'opposition pour le premier tour. Est-ce que vous êtes de l'avis d'un seul candidat de l'opposition burkinabé pour le premier tour? Bon, on ne va pas spéculer par rapport à tout ça parce que ça serait de la théorie. Si on dit, vous savez que le fondement de la démocratie, c'est la compétition. Et pour cela, je pense qu'il est plus sage, il est plus intelligent au second tour que les gens puissent réellement avoir quand même une feuille de route commune pour ne pas naviguer à vue. Et surtout, parce que si on évolue ensemble au niveau de ces fois, je pense que ça veut dire qu'on partage, c'est vrai, souvent c'est la loi qui nous contraint, mais parce qu'aussi, à force de vivre ensemble, de travailler ensemble, on partage une vision commune, on partage des principes et des valeurs. Donc, ça va de soi que réellement, l'intelligence collective voudrait que réellement nous puissions avoir une feuille de route une fois que la première vague de compétition est passée et qu'il y a un des nôtres qui soit au second tour, que nous soyons solidaires vis-à-vis de ce parti-là. Donc, c'est une question vraiment de bon sens. Si réellement nous savons ce que nous voulons et surtout si nous avons une vision pour ce pays-là. Mais les accords politiques valant ce qu'elles valent, est-ce que l'on est sûr qu'à un second tour, il n'y aura pas d'autres défections pour aller se rallier à d'autres camps? Oui, c'est vrai, on l'a vu en RDC, etc. Mais ça dépend de ce qu'on met dans les accords. Ça dépend de ce qu'on met comme enjeu, comme défi à relever. Un second tour, c'est une compétition, mais un second tour aussi, c'est des opportunités qui s'offrent à des partis politiques et à des gens par rapport à leurs objectifs, à leurs ambitions. Est-ce que ça ne peut pas jouer au détriment d'un accord qui est signé? Je suis d'accord, c'est pour cela que j'ai dit, il faut que réellement souvent, il ne faut pas qu'on soit nombriliste. Il faut aller au-delà, vraiment, de notre personne ou de nos partis. Si réellement vous avez au second tour un de l'opposition
qu'il y a un projet de société que vous pensez vraiment qui fait l'affaire, et surtout des principes, une vision qui donne vraiment de l'impact, ou qui peut donner de l'impact à notre peuple. Nous pensons qu'il faut mettre les petits plats dans les grands pour que réellement le reste là puisse réellement accompagner celui-là qui est au second tour. Mais ce qui est encore plus important, c'est surtout l'éducation citoyenne et civique que nous devons réellement faire. Nous pensons que réellement, il faut forcément que le peuple puisse faire le bon choix. Et si le parti dévie, que le peuple puisse vraiment le rectifier ou bien le corriger. Et ça, c'est important. Si on a une masse critique de citoyens qui pensent pays, qui réfléchissent par rapport au projet de société, par rapport aux leaders, je suis sûr et certain que les partis politiques seront obligés de se soumettre vraiment à la volonté du peuple. Donc, il faut agir sur les deux registres-là pour permettre réellement à ce que réellement nous puissions faire bloc aussi à un second tour derrière un candidat de l'opposition. D'accord. Alors en 2000, nous allons parler maintenant de la Fondation Zida pour le Bourkin-Lem. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la Fondation Zida pour le Bourkin-Lem. Vous l'aviez lancé en 2015 et puis le 17 décembre 2015, il y avait eu un grand arbre de Noël, pour reprendre les termes qui ont été dit en son temps, alors, qui avait fait le bonheur de près de 300 enfants. Et puis bon, on n'a plus eu grand-chose de la Fondation Zida pour le Bourkin-Lem. Les Noëls se succèdent. Est-ce que Noël 2019 a eu un arbre de Noël initié par la Fondation Zida pour le Bourkin-Lem? Oui, la Fondation travaille sur le terrain. Nous faisons, parce que d'abord notre public cible, c'est surtout les orphelins et les veuves. Les personnes handicapées, généralement, sont nos publics cibles comme ça. Et par la suite, c'est vrai, nous avons organisé pour l'activité de lancement un grand arbre de Noël au niveau de Ouagadougou, à l'hôtel maternel, mais qui se trouve être aussi une structure étatique. Donc, ce qui est important, c'est que nous avons été à Bori, nous avons été à Kaya, etc., partout, à Bobo, Banfora, etc., pour faire des dons à des orphelinats. C'est vrai que souvent, ce n'est pas tambour battant que nous le faisons, parce que aussi la charité, la solidarité aussi, n'ont pas toujours besoin de cette publicité-là. Mais nous existons, nous travaillons et nous répondons en fonction de nos capacités aux doléances, aux demandes des uns et des autres. Voilà. Donc, ce que je peux vous dire, grosso modo, c'est cela. Alors, en dehors de dons et des initiatives en faveur des orphelins, sur quel autre domaine travaille la Fondation Zida? Non, nous avons voulu mettre aussi des prix d'excellence. J'avoue qu'on n'a pas pu le faire en matière de démocratie. Nous avons voulu aussi mettre des prix d'excellence au niveau aussi du monde de la presse, ceux qui osent apporter vraiment des informations justes pour la conscientisation, pour le renforcement de la démocratie. Mais j'avoue qu'on n'a pas pu le faire. Et même au niveau du monde scolaire, nous avons en son temps eu un accord avec le ministère de l'Éducation, mais j'avoue, pour des questions d'ordre politique, nous n'avons pas pu travailler sur le terrain parce que c'est vu comme, on dit, Fondation Zida, on voit derrière, alors que c'était un peu dans la prévention et dans la gestion des conflits en milieu scolaire. Vous avez été empêché d'agir ou pas? On n'a pas eu de suite parce qu'on nous a donné un accord de principe. À plusieurs reprises, nous avons été pour la mise en œuvre de ces activités, mais nous n'avons pas eu une oreille attentive. Alors maintenant, oui, mais il y a d'autres initiatives que vous avez prises, par exemple les prix de l'excellence ou dans le domaine de la démocratie, mais qu'est-ce qui a plombé cela? Ce qui a plombé, d'une part, les demandes au niveau des populations les plus vulnérables, que ce soit les orphelins, les veuves et les personnes handicapées. Parce que, par exemple, les personnes handicapées avaient soumis aussi un certain nombre de projets, les AGR, qui est Activité Générative de Revenus. Mais j'avoue, quand on regarde l'assiette, on ne peut pas, compte tenu aussi de ce que vous savez. Les demandes sont fortes, mais
mais les moyens aussi sont limités. Donc c'est pour cela, de façon objective, nous avons voulu mettre l'accent sur les veuves et les orphelins. Alors, en faveur des veuves et des orphelins, pour les orphelins, vous faites des dons, mais pour les orphelins, vous faites des dons dans des orphelinats, mais en faveur des veuves, qu'est-ce qui est vraiment fait? C'est les AGR, les activités génératives de revenus. On a des veuves qui ont bénéficié des soutiens financiers, qui font de l'élevage de porc, des métiers à tisser, de la savonnerie, etc., etc. Donc c'est dans ce sens-là. Et ça marche toujours? Bien sûr, mais tant bien que mal. Et ces femmes-là, ces veuves-là sont localisées où? Il y en a à Ouaga, il y en a à Bobo. Et il y en a, les périphéries de Ouagadougou aussi. Donc, elles sont là. Alors, nous évoluons vers la fin de notre émission. Nous allons aborder les questions diverses. La première question, c'est celui-là même qui s'occupe de la mobilisation de la jeunesse au niveau de votre parti, Hervé Ouattara, qui a été affecté au Sahel. Il y a eu beaucoup de commentaires. L'intéressé lui-même a écrit pour dire qu'il ira au Sahel, il fait bon vivre. Pour certains, c'est une affectation sanction. Comment est-ce que le parti a accueilli cette affectation de Hervé Ouattara au Sahel? Ok. D'abord, c'est une bonne nouvelle, dans la mesure où, quand on est fonctionnaire, on est appelé à servir partout. Et nous nous allions derrière la décision, vous avez vu son communiqué officiel, de dire que le Sahel fait partie du Burkina Faso, contrairement à ce que peut-être les autres pensent. Parce que quand vous regardez, ce qui est malheureux, c'est que c'est les circonstances dans lesquelles on a affecté notre camarade, notre secrétaire national chargé de la jeunesse. C'est tout. Quelles circonstances? Les circonstances, parce que tout simplement, vous avez vu avec l'arrivée de Kémy Séba, les rumeurs ont couru comme quoi c'est Hervé qui l'a invité. Et si vous regardez au présidium, Hervé n'était pas là. Si vous regardez les banderoles, sa structure de la société civile dont il est président d'honneur n'était pas au présidium. Mais si à l'issue de cette conférence de presse-là, son domicile a été attaqué. Parce qu'il hébergeait... Non, il semblait que c'est lui qui... Ouais, il n'hébergeait pas. Kémy Séba dormait à l'hôtel. La preuve, la gendarmerie est partie à l'hôtel le chercher. C'est pas chez Hervé. Et on a vu un des jeunes du MPP qui a dirigé la bande en question au domicile de MPP et qui se trouve être le chargé de mission au niveau du ministère dans lequel Hervé travaille. Mais Hervé a porté, comme il est démocrate, comme il croit à l'état de droit, il a porté plainte contre lui et la bande. Mais c'est en représailles à cette plainte-là, on l'a affecté. On a dit c'est malheureux. Parce que c'est une perception, je dirais moyenâgeuse Donc pour vous, il y a forcément un lien entre ce qui s'est passé et puis l'affectation de Hervé au Sahel. Vous savez, moi j'ai fait l'administration, vous le savez, ça fait pratiquement 22 ans que je suis au niveau de même si je viens du parti. Je vais vous dire, au niveau de l'administration, il y a une tradition. Et cette tradition veut que, une fois que vous avez commencé votre carrière en province, une fois que vous mettez les pieds au niveau de la capitale, il y a deux manières de vous faire sortir de la capitale. Soit on vous a nommé et vous partez en province pour servir, soit sur demande propre et on vous affecte en province. Mais si vous voyez les circonstances dans lesquelles le camarade Hervé a été affecté, vous percevez ça comme une sanction. Mais fort heureusement, je pense qu'il n'est pas tombé dans leur piège parce qu'il considère que le Sahel, c'est le Burkina Faso. Contrairement à ce qu'eux ils pensent que le Sahel, c'est un no man's land, là où il faut affecter ceux-là qui osent croire à la démocratie, qui osent compétir avec vous, c'est tout. Vous dites qu'il a bien pris, il va aller au Sahel, mais ça joue quand même sur la mobilisation. Mais bien sûr, c'est un élément essentiel de votre parti politique. On est d'accord, mais c'est pour cela que nous concevons ça comme une affectation. Moi, personnellement, je conçois quoi comme une affectation sanction. Pour certains, c'est des mesures pour déstabiliser des adversaires politiques, c'est tout. Il ne faut pas chercher loin. Pour d'autres, il fallait, dans ces circonstances-là, assumer, attirer les conséquences, peut-être quitter la fonction publique et puis assumer le choix politique. Non, mais d'abord, il faut respecter nos textes, il faut respecter nos institutions. Si on t'affecte, tu pars.
Alors, sur la question de la réconciliation, là-dessus, vous avez dit que si vous venez au pouvoir, la priorité, ça va être la réconciliation. Par quel schéma? Par le chemin de la vérité. Par le chemin de la sincérité. Vous ne verrez dans aucune famille là où les gens passent leur temps à faire la bagarre. Est-ce qu'au Burkina, on passe notre temps à faire la bagarre? Qu'est-ce qui marche au Burkina? Dites-moi franchement. Il y a des gens qui ne se parlent pas dans le Burkina. Il y a des gens, même au sein, quand vous regardez même ce qui se passe même dans notre fonction publique, on prend une mesure officielle, vous les voyez dans les réseaux sociaux, vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sabotent au niveau de l'administration? Il y a des gens qui ne se parlent pas dans ce pays-là, depuis fort longtemps, parce que tout simplement, il y a... Ce ne sont pas des problèmes de personnes. Mais le pays est composé de personnes. Vous voulez que le pays soit composé de quoi? Est-ce que c'est républicain à la limite de qu'est-ce qui est républicain? Mais prendre les querelles de personnes pour ternir... mais c'est la famille est la base de la société. L'individu est la base d'une famille. C'est aussi simple que ça. C'est des citoyens qui ne se parlent pas. Il y a des gens, malgré tout ce qui se passe, il y a des gens qui tirent un malin plaisir. Ceux qui parlent de réconciliation, parfois, c'est parce qu'ils ont perdu des privilèges. Ils veulent la reconquête de ces privilèges-là, tout simplement. C'est pour cela que c'est cette impression qu'on a. On a dit, il faut, comme dirait Barbara Cassin, il faut tirer la haine de son éternité. Vous et moi, nous n'avons pas connu la révolution en tant qu'acteurs. Nous n'avons pas connu des crises antérieures à la révolution. Pour que c'est nous, parce que ça nous handicape, ça nous empêche, c'est un héritage qui est lourd et qui nous empêche réellement d'avancer. Nous ne pouvons pas passer notre temps. Il y a une partie qui souhaite le malheur pour le pays, et une autre partie qui souhaite... mais ça sera la cage des singes. Il y a certains qui construisent et d'autres détruisent. On n'irait pas loin. Pourquoi on n'a pas cette intelligence-là? Et pourquoi, quand on parle de réconciliation, il y en a qui sont frileux? Pourquoi? Et c'est nous qui partons à la mosquée, c'est nous qui partons à l'église. On dit, on prie Dieu. C'est de quel Dieu réellement nous nous adressons? C'est ça la question. On ne peut pas passer. Est-ce qu'il y a des crises politiques, oui ou non, dans ce pays-là? Est-ce qu'il y a des conflits politiques qu'on n'a pas résolus, oui ou non, dans ce pays-là? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se manger dans ce pays-là, oui ou non? En tout cas, des crises politiques, il y en a eu. Oui, mais alors, tournons la page. Ayons le courage de dire, oui, moi j'ai fait ça, je demande pardon, je fais acte de contrition, et par rapport à ça, je demande pardon, et puis on avance. On ne va pas léguer ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Est-ce que le pays là, fonctionne bien? Il y en a qui veulent que l'Europe échoue. Mais est-ce que vous pensez, et vous avez vu même le parti au pouvoir qui reproche un certain nombre de choses au CDP, alors qu'ils étaient tous ensemble? Et vous voulez qu'on avance, on va avancer comment? Ayons le courage de poser les problèmes, ayons le courage de dire la vérité au peuple, et ayons le courage de tourner la page. Même dans une famille, quand il y a la bagarre, il y a un moment où on se réconcilie et on continue. On ne divorce pas quand on fait bagarre avec sa femme ou avec ses enfants. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est de la maturité de nos acteurs politiques, etc., d'oser poser les problèmes et surtout de trouver des solutions et qu'on tourne la page pour avancer. Alors, et qu'on tourne la page pour avancer, c'est également sur ces notes que notre émission prend fin parce que le temps est terminé. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Nous disons merci aussi à M. Fousseni Ouedraogo d'être venu. Donc nous allons nous retrouver une autre fois parce que les portes de l'émission vous restent toujours ouvertes. Merci beaucoup. Vous qui nous avez suivis, nous vous disons encore merci et nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.